Bonjour et bienvenue dans Tribu. Il faut savoir accueillir l'autre, ouvrir sa porte, donner le couvert, voire même offrir le gîte. Le sens de l'hospitalité fait partie de nos cultures. On en trouve trace dans presque toutes les religions monothéistes et aussi chez les philosophes grecs. Il y a l'hospitalité personnelle, mais aussi l'hospitalité collective qui a été questionnée de manière forte avec la crise migratoire ces dernières années. Mais dans le fond, d'où vient cette notion d'hospitalité? Est-elle absolue? A-t-on le droit de ne pas vouloir ouvrir sa porte? Eh bien, pour essayer d'y voir plus clair, le plaisir de recevoir Jacqueline Kellen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et auteure de ce livre, Le sens de l'hospitalité. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. C'est vieux comme le monde, le sens de l'hospitalité. Il me semble que oui, les plus anciens textes et les plus anciens témoignages parlent de cette, je dirais c'est la relation humaine, déjà, et c'est le questionnement devant l'autre. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la langue française, il y a deux termes qui paraissent contraires et qui sont pourtant proches, c'est hospitalité et hostilité. Et chaque terme vient du latin. Hospitalité vient de hospes hospitis qui veut dire l'hôte et l'étranger, ou l'étranger l'hôte, et hostis qui a donné hostilité veut aussi dire au départ l'étranger, et après ça devient l'ennemi. Donc au départ l'autre, c'est vraiment un questionnement sur l'altérité, l'autre est celui avec qui je peux partager des choses importantes, ou ne serait-ce que le pain et la boisson, mais c'est aussi celui qui me dérange, me questionne, me met mal à l'aise, ou peut-être qui est d'ailleurs agressif. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif peut-être. On dit, voilà, quand l'autre arrive, il faut absolument le recevoir, etc. On a l'impression parfois à regarder l'être humain que la première réaction, c'est plutôt dire qui c'est qui vient sonner chez moi. Donc c'est comme si c'était un effort demandé à l'être humain depuis des millénaires. Oui, mais je pense que au tout début, comme les sociétés étaient, enfin les peuples étaient nomades, je pense que vraiment l'hospitalité est liée au nomadisme et à cette réalité qu'on a oubliée maintenant parce que nous sommes bien sédentarisés dans des villes, etc. Et avec ce sentiment qui est une réalité que l'homme, l'être humain est de passage. L'homme est un voyageur ou un pèlerin. L'homme n'est pas établi à demeure sur cette terre. Et le nomadisme, sans nul doute, puisqu'on le trouve toujours, l'hospitalité, on la trouve toujours pratiquée chez les peuples nomades ou les peuples du désert. C'est en effet un minimum de soutien pour continuer à vivre. Une forme de solidarité. C'est solidarité élémentaire, même si ce terme après a une notion politique ou sociale. Donc je pense qu'il y a ça, mais ça n'empêche que il y a cette ouverture à l'autre, ou cette curiosité de l'autre, cette possibilité de relation qui part d'un élan, alors faut-il dire spontané, un élan du cœur, une découverte de l'intelligence. Je pense que c'est vraiment le sens de la relation humaine et du partage. Et ensuite, en effet, l'hospitalité telle que on la voit, telle qu'on en a les témoignages dans les textes ou la réflexion des philosophes grecs et dans les grands mythes de l'humanité, dans les récits bibliques, c'est vraiment l'hospitalité est un devoir d'humanité, mais au sens sacré. C'est au nom, et ça nous interroge aujourd'hui, au nom de quoi, au nom de qui j'accueille l'autre ou j'accueillerai l'autre, l'inconnu, l'étranger, qui peut-être est dangereux ou qui peut-être au contraire m'apportera plein de belles et bonnes choses. Au nom de quoi, de qui j'accueille l'autre? Eh bien, pour tous les peuples traditionnels, les sociétés traditionnelles et pour la Grèce antique en particulier, j'accueille l'autre, et l'hôte, donc, au nom de Zeus l'hospitalier, par exemple, que l'on invoque, ou Jupiter l'hospitalier chez les Romains. Ce sont les dieux qui m'incitent, m'ordonnent presque à faire preuve de cette vertu d'accueil. Donc c'est vraiment au nom d'une instance supérieure, d'une transcendance ou d'une providence que l'être humain doit se montrer bon, généreux, compréhensif à l'égard de celui
qu'il ne connaît pas. Donc ça veut dire qu'on lui impose, que son Dieu, par exemple, lui impose ça, ou bien ça peut être aussi une sorte de vertu personnelle, l'hospitalité? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est en effet une vertu, une conduite demandée par la religion ou par la philosophie, mais la distinction justement entre, puisque c'est sans arrêt cette notion d'hospitalité nous interroge sur le problème actuel de l'accueil des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, il y a une différence entre, enfin pour moi, ce qu'on va appeler l'hospitalité, la charité, la bonté, la générosité, ce sont des vertus personnelles, alors que, et ce n'est pas contraire, mais c'est distinct, alors que la solidarité est une valeur citoyenne. Mmh. Les politiques vont parler, ou les associations d'accueil, etc., parlent de solidarité. Et donc ça c'est une valeur d'humanité ou une valeur citoyenne, donc liée au social, alors que la charité, la bonté, la générosité, c'est d'ordre individuel et personnel. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'éminemment intime, l'hospitalité, qu'on accueille quelqu'un, c'est donner d'une certaine manière quelque chose de soi? Ah oui, bien sûr. Et puis c'est aussi donner du prix à l'autre. La grande distinction, encore une fois, entre l'hospitalité telle qu'elle est encore pratiquée d'ailleurs, mais l'hospitalité traditionnelle et ce qu'on appelle de nos jours l'accueil des migrants, pour faire simple, eh bien c'est que l'hospitalité, la plupart du temps, c'est l'accueil d'une personne ou de deux, que l'on ne connaît pas, en effet, ce ne sont pas des amis, des personnes, des relations connues, par ailleurs, cet hôte-là, donc ce voyageur, c'est pas toujours un être pauvre ou démuni, mais ce voyageur, ce passant, ce pèlerin, cet étranger, cet inconnu, s'en va. Le lendemain, on peut lui proposer en effet le partage d'un repas ou l'abri, mais il continue son voyage. Alors que la question actuelle, même si enfin on parle autour de ça, est-ce que le migrant ou celui qui demande asile encore plus, il ne repart pas dans son pays? Donc ça pose énormément de questions. C'est ça qui pose problème maintenant par rapport à l'hospitalité justement traditionnelle dont parlent les églises, etc. C'est que là, c'est pas une personne de passage, c'est une personne qui normalement devrait rester. Voilà, et surtout, quand je disais on donne de soi et on donne du prix à l'autre, parce que l'hospitalité au sens traditionnel, mais qui existe encore, j'espère, c'est un échange entre 2 ou 3 personnes maximum. C'est la notion de qualité, de qualitatif qui l'emporte. C'est un visage. Ce ne sont pas 1000 personnes, donc indifférenciées, une foule anonyme. Donc ce n'est pas le quantitatif, ce n'est pas le collectif. C'est pour ça que c'est très différent. Mais cependant, l'hospitalité peut nous donner à réfléchir et peut-être trouver des issues, des possibilités, sinon des solutions. Mais il y a bien cette différence entre vraiment l'autre est important. Et puis quand on dit hospitalité, alors bien sûr, en premier on pense à l'hospitalité matérielle, mais l'hospitalité, c'est avant tout, c'est le partage de la richesse de chacun. Et l'autre, quel que soit le pays d'où il vienne, quelle que soit son éducation, sa culture, sa sensibilité, il a des choses à donner, à offrir, et moi je peux aussi entendre et partager. Donc c'est une circulation de vie, de sentiments, de pensées, de questions, de culture. C'est une grande richesse justement, mais je ne peux pas partager. Un autre, celui qui reçoit, ne peut pas partager de la même façon avec 100 personnes, on est bien d'accord. Mais c'est ça qui fait peur, selon vous, Jacqueline Kellen, avec cette question migratoire, c'est la masse. Et la masse est peut-être l'anonymat. On dit il y a des centaines de milliers, tiens, peut-être pour la France ou la Suisse, ça sera X milliers de personnes. Mais souvent, qu'on entend les gens qui ont pu avoir des contacts serrés avec 1 ou 2 ou 3 personnes, effectivement, ils parlent plutôt de la richesse. Ah, mais celui-là, il est différent des autres, etc. C'est cette grande masse qui fait peur, surtout, et pas tellement finalement les individus en tant que tels. Oui, la question du nombre qui fait peur, donc sans parler de réaction, d'invasion, etc. Mais il y a cela bien sûr, et puis aussi, enfin je parle en particulier pour la France, c'est qu'il n'y a aucune consultation ou concertation
concernant quand même les personnes qui accueillent. Donc ça, si on se dit en démocratie, c'est quand même inquiétant. Parce que l'hospitalité, le questionnement, c'est que veut dire une hospitalité forcée ou une hospitalité obligatoire? Que veut dire... La question est peut-être que presque chaque fois qu'il y a consultation populaire, c'est non. Est-ce que c'est pas une hospitalité imposée? Après, peut-être que c'est bien. Il faut peut-être écouter les gens qui disent non, mais est-ce que c'est pas de ce point de vue que les politiques disent voilà, on sait que si on a consultation populaire, ça sera non. Or, on estime que c'est bien, qu'il faut être hospitalier pour X et Y raison, donc on ne consulte pas le peuple. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, et mais que ça ne fonctionne est toujours pas. dans. Mais bien sûr, mais au moins l'information et la concertation. Il y a eu en France des cas où un village, ils ne savaient pas, et puis dans un village arrivent beaucoup de personnes, enfin des hommes, la plupart du temps, même pas des familles, des hommes qui ne parlent pas la même langue, qui sont donc en effet. Je peux comprendre l'inquiétude de ces personnes-là, et même des personnes qui sont qui viennent de loin et qui se retrouvent au fin fond d'un village qu'ils ne connaissent pas. Donc encore une fois, il y a cette question doit être abordée avec pas simplement générosité comme on dit, mais avec justesse et justice. Dans tous les exemples que nous avons, que nous fournissent donc les mythes, la philosophie et aussi l'histoire, il y a des égards et une attention et sans nul doute une générosité à l'accueil, à l'égard de ceux qui sont accueillis, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui accueillent doivent être aussi malmenées et frustrées. Donc c'est toujours ce juste équilibre et aussi ce discernement. Alors nous avons envie de dire que toutes les personnes qui accueillent sont gentilles et que tous les êtres accueillis sont tout à fait aimables, mais hélas l'être humain n'est pas entièrement bon. Donc il y a aussi des ratés, je dirais. Il faut donc faire usage de discernement. Ça, c'est très important. Mais pour la question de la consultation, en Suisse, on consulte énormément le peuple. Là, on a des votations tous les 4 mois minimum. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais ça ne résout pas forcément la question de l'accueil, parce que le peuple est parfois, et même très souvent consulté sur ces questions-là. Ça peut être au niveau local. Je crois qu'il y a eu même pas une semaine, une petite ville qui s'appelle Nyon a refusé typiquement l'accueil, la création d'un centre de réfugiés. Ça arrive très souvent. Donc la question, on peut consulter, mais c'est pas pour autant que la réponse sera positive. Donc ça reste compliqué si on estime qu'on doit accueillir, par exemple. Alors certains estiment qu'on ne doit pas accueillir, mais si on estime qu'on doit accueillir, après c'est compliqué parce qu'il faut trouver de la place pour mettre ces personnes. Tout à fait, mais je pense que, je suis persuadée que ces consultations, même si les résultats ne sont pas ceux qu'attendent les politiques ou les gouvernants, en attendant, ces consultations donnent la température, comme on dit, en effet, et puis font réfléchir, font avancer le débat. Au lieu de dire, bon, vous accueillez ou vous n'accueillez pas, ce genre de posture, pas a priori, mais un peu dogmatique, je trouve ça très intéressant de faire réfléchir, de dire, l'accueil, c'est en effet collectif, mais moi personnellement, c'est ça, chacun se pose la question, au nom de quoi j'accueille et pourquoi je n'accueillerai pas aussi. Et moi, si je suis dans le cas d'être en exil ou d'être chassé de mon pays, est-ce que j'aimerais bien aussi que quelqu'un m'ouvre sa porte, et puis quels sont également mes propres devoirs envers le pays ou les personnes qui m'accueillent. C'est vraiment, je pense que ces consultations sont vraiment nécessaires, quelle que soit la réponse, parce qu'encore une fois, il s'agit de questionner. On ne peut pas faire de politique s'il n'y a pas, au départ, une réflexion. Enfin, j'ai l'air de dire une évidence, mais trop souvent, ça a l'air de tomber de haut et on n'a rien à dire. C'est très important, une vision du monde et le fondement d'une démarche politique, d'une démarche sociale ou sociétale, comme on dit. Donc ça me paraît très important. Et les personnes, au lieu de réagir d'après le parti politique ou la religion auquel ils appartiennent, se posent des questions eux-mêmes, personnellement. Et c'est vrai qu'en Suisse, on a cette chance de pouvoir en tout cas réfléchir très souvent avec ces votations. Jacqueline Kellen, on vous retrouve juste après cette ode à l'hospitalité. Chanson pour l'Auvergnat, la voix, la moustache et la guitare de Georges Brassens. C'est un de ces exemples que vous citez dans votre livre, Jacqueline Kellen, sur la question de l'hospitalité. Un de ces nombreux exemples dans les chansons, dans l'écriture qui parlent de l'hospitalité.
Oui, et c'est très judicieux parce que donc c'est quelque chose que Brassens a vécu pendant les périodes de vaches maigres, juste après la guerre, je crois. Chez Jeanne. Et elle a été entre autres accueillie par un couple d'Auvergnats, et puis il a été hébergé, nourri, soutenu moralement. Et il n'est pas simplement celui qui a été accueilli ou qui a été soutenu. Justement, il y a la réciprocité et il offre cette chanson. Et c'est ce grand thème, celui qui est accueilli, non pas est obligé, ce n'est pas un marché conclu d'avance, mais la moindre des choses, si je suis accueilli, c'est d'offrir aussi quelque chose de moi. Alors ce n'est pas spécialement un cadeau matériel, mais tous les exemples qu'on a montrent qu'il y a un partage aussi de l'autre côté. Un exemple très simple, si de nos jours, même si c'est très différent, un touriste va dans un pays étranger, la moindre des choses, me semble-t-il, pour lui, ça lui fait plaisir, et pour l'autre qui l'entendra, de savoir dire bonjour, au revoir, merci dans la langue du pays, par exemple. Bon, donc ça, pour moi, ça me paraît un minimum vital. Donc, lorsque de nos jours on dit, ceux qui sont accueillis doivent apprendre ou connaître des rudiments de la langue du pays qui accueille, et certains s'écrient ou pensent que c'est quelque chose d'obligatoire et d'insupportable contre la liberté d'autrui. Ça va contre justement cette réciprocité. Il y a des exemples magnifiques, par exemple, ne serait-ce que dans l'Odyssée d'Homère. Donc là, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ulysse, quand il veut rentrer chez lui, eh bien, il va être vraiment très vite tout seul, et il est l'étranger, l'inconnu. Il n'est plus, on ne le connaît pas comme roi d'Ithaque ou guerrier valeureux. Il va frapper à la porte, si on peut dire, il va d'île en île, il sera reçu, ou il sera roué de coups, il sera méconnu, mais à la toute fin de son grand périple, lorsqu'il est reçu chez les Phéaciens, avec un roi très bienveillant et une reine également très vertueuse, et bien que fait-il, on ne lui demande pas qui il est, d'où il vient, etc., puisque c'est la grande loi d'hospitalité, mais Ulysse va raconter toute son aventure, toute la richesse donc qu'il a vécue, donc il se fait reconnaître d'une certaine façon ainsi, mais il offre son expérience de vie et il est plein de gratitude. Ça, c'est un terme qu'on entend trop peu, mais alors dans l'Antiquité grecque, en effet, celui qui demandait l'accueil, on l'appelait un suppliant, mais ce n'était pas quelqu'un qui allait s'humilier, mais il savait qu'il faisait une demande, et lorsqu'il était reçu, ce suppliant accueilli, il séjournait dans le pays, il bénissait le pays d'accueil, et il participait à la vie sociale, et il était plein de gratitude. Et ça me paraît très important, parce qu'encore une fois, une chose est de demander la générosité à un pays ou un peuple ou à une famille qui accueille, mais également c'est reconnaître l'humanité, la morale chez autrui, d'attendre que celui qui est accueilli ait aussi gratitude et puis ait envie de s'impliquer et de partager aussi dans la société, avec la société dans laquelle il vit désormais. Jacqueline Callen, pourquoi le sens de l'hospitalité, ces rituels d'hospitalité, c'est considéré comme quelque chose de noble? Il y a plusieurs exemples que vous donnez, des contre-exemples dans la littérature notamment, où ça se passe hyper mal, où les gens ont ouvert leurs portes et ça se passe mal. Pourquoi, dans le fond, c'est considéré comme noble? On pourrait se dire, tiens, peut-être l'être humain, il va être méfiant. Aujourd'hui, quand on dit, vas-y, quelqu'un sonne chez toi, tu vas lui ouvrir, faire à manger, et le laisser dormir dans ton lit. Pas sûr que vraiment les gens le feront. Pourquoi, dans le fond, philosophiquement, c'est noble? Je pense que tout ce qui est de l'ordre, à la fois il y a cet élan spontané de l'être et du cœur qui va vers l'autre, donc tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture, du oui, de l'ouverture à autrui, au monde, à tout ce qui peut arriver, à l'imprévisible. Donc cette attitude de non calculée, cette attitude de pari sur l'autre, que l'autre est intéressant, c'est vraiment le sens
l'autre peut m'apporter quelque chose et j'ai à partager avec lui. Donc je pense que c'est la première attitude. Vous savez, quand c'est pas tout à fait pareil, mais tout de même, quand on pense que les premiers textes de l'humanité, alors quelles que soient les civilisations, ont été des odes, des hymnes, des louanges, par exemple, ça participe de la même attitude d'émerveillement, de noblesse, de tout est possible, tout est ouvert. Et puis bien après, des siècles et des millénaires, eh bien on se referme, on s'inquiète, on devient méfiant parce qu'aussi certains ont été échaudés parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Et ça, c'est triste. On a appris à se méfier. En effet, on a appris à se méfier de l'autre. Et l'autre, maintenant, l'étranger, par exemple, étranger dans toute la tradition philosophique grecque et dans tous les mythes grecs et dans toute l'histoire grec, étranger, xénos, n'est pas du tout négatif. C'est celui qu'on ne connaît pas, donc on ne connaît pas encore son nom et son histoire. Donc, étranger, bienvenue étranger, salut étranger. On salue l'étrangeté de l'autre, celui qui n'est pas moi. Donc c'est très beau. Donc il a à m'apprendre et moi j'ai aussi à me faire connaître. Et après c'est devenu, vous savez, c'est intéressant de savoir que la xénophobie, donc la peur, voire la haine ou le rejet de l'étranger, c'est un terme qui apparaît à la fin du 19e siècle, simplement. Est-ce que vous disiez que l'histoire de l'hospitalité, c'était aussi lié au fait qu'il y avait beaucoup de gens qui bougeaient? On a l'impression, on parlait de la migration maintenant, que quand on va dans les pays arabes ou en Afrique ou d'autres pays, que finalement le sens de l'hospitalité est encore plus développé que chez nous. Est-ce que parce qu'on est trop sédentarisé, peut-être en Occident, on est moins proche de cette notion de passage? Trop sédentarisé, trop riche, trop possessif, trop ancré sur nos possessions et c'est pourquoi le rappel, et là c'est dans tout, il ne s'agit pas de religion mais de philosophie et puis de constatation, tout cela repose sur le fait nous allons passer, qu'est-ce qui va rester, que ferons-nous de nos richesses ou de nos biens mobiliers et immobiliers, nous sommes de passage, c'est pour ça que il y a une certaine relativité et légèreté en effet dans la relation, dans l'ouverture à l'autre. Ça c'est quelque chose que nous voulons oublier. Nous voulons oublier que nous sommes mortels, que nous sommes de passage et que notre situation, si établie soit-elle sur terre, est précaire. Rien ne dure. Il y a deux philosophes. Alors ça, c'est... Oui. Mais en quelques mots, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission, il y a deux philosophes français qui ont sorti un livre au début d'année qui s'appelle La fin de l'hospitalité. Ils sont assez durs. Ils estiment que toutes les civilisations anciennes s'accordaient sur un point, faire de l'étranger un autre. Et eux, ils disent, on est en train de faire l'inverse. On fait de l'autre un étranger. Est-ce que vous partagez ce point de vue? On est de plus en plus crispé par rapport à ça, en quelques mots. Oui, parce qu'encore une fois, c'est traité, ce thème magnifique à la fois moral, social, philosophique, politique, etc., et spirituel. Ce thème est traité de façon générale et collective, alors qu'il devrait être une question posée à chacun et réfléchie par chacun. Une question posée à chacun. On espère qu'on l'a posée peut-être à chacun de nos auditeurs ce matin. Merci beaucoup en tout cas Jacqueline Kellen. Merci de votre accueil, belle hospitalité. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes écrivaine, auteur de ce livre, Le sens de l'hospitalité. C'est paru chez Guy Trédaniel, éditeur. Bonne suite de journée. Merci, à vous aussi.